Lecture dédiée à Maurice et Yanis Kulaz. Une ange passe. Autographie bio par François Janot. Anima Persa édition 2025. Le jazz, c'est quoi ça? Mais le jazz dans tout ça, qui a bien pu faire que je m'intéresse à cette musique de sauvage? Et quand ai-je bien pu entendre ce mot pour la première fois? Je crois m'en souvenir. C'est juste après la fin de la guerre, à l'occasion d'une surprise partie ou d'une surboom, comme on disait alors. Mes deux sœurs étaient copines d'école avec une nièce du cardinal Gerlier, primat des Gaules, qui avait un appartement à côté de l'église Saint-François-Xavier. C'était l'après-midi. Nous étions trop jeunes pour avoir la permission de sortir le soir. Une bonne vingtaine de jeunes gens et de jeunes filles, dont mes sœurs Thérèse et Claude, dansaient, riaient, faisaient la fête, mais attention, pas d'alcool, rien que des jus de fruits. Moi, à 11 ou 12 ans, je suis trop gamin et trop timide pour me mêler à la danse. Je ne sais d'ailleurs pas trop pourquoi je me retrouve là, et même pourquoi j'ai bien pu être invité. Je reste assis dans un fauteuil, je regarde, j'écoute. J'écoute quelque chose qui est encore dans ma mémoire, une chanson à la mode, par l'orchestre Ray Ventura et ses collégiens. Partout le jazz fait rage, Armstrong, Duke Ellington, Cab Calloway. Cela se passe en 1947, date de la sortie du film de Jean Boyer, Mademoiselle s'amuse, dont cette chanson est extraite. Musique de Paul Misraki, excellent arrangement swing de je ne sais pas qui, et belle parodie de Cab Calloway par Henri Salvador. Tout juste après la libération, pour nous qui sortions d'une longue période de restrictions, de cartes d'alimentation, de rationnement, d'heures de queue faites devant des magasins pour apprendre finalement, au moment où votre tour allait arriver, que ce n'était plus la peine d'attendre, qu'il n'y avait plus de lait, ou plus de pommes de terre, ou plus de pain. Revenez demain, ou mieux, après-demain. Je devrais recevoir quelque chose, mais venez tôt. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Tout ce qui nous arrivait d'Amérique avait un charme absolu. Le chewing-gum, les rations de l'armée dans leur boîte kaki, la pâte de noisettes, les bas de soie, qui ne m'étaient pas d'une grande utilité, le Coca-Cola et le jazz. Quel nom curieux, et quelle drôle de musique, si différente de tout ce que j'avais pu entendre jusqu'à présent. Pouvais-je me douter qu'elle allait prendre autant d'importance dans mon existence à venir? De la musique, je connaissais surtout la musique dite classique, celle que jouait mon père, pianiste amateur de très bon niveau, qui jouait tous les jours Bach, Mozart, Grieg, Schumann, Liszt, Chopin, Ravel et j'en passe. Pardon, non, et j'en passe. Et qui jouera jusqu'à son décès. Tout petit, je venais me réfugier sous son piano près des pédales, pour mieux entendre ces sons qui me semblaient merveilleux. Plus tard, j'ai bien souvent sorti ma flûte pour quelques sonates de Bach ou de Mozart, du Debussy, du Poulenc, du Prokofiev. Ma mère était d'un temps où si l'on voulait entendre de la musique, il fallait la faire. D'ailleurs, ma grand-mère Jeanne était elle-même pianiste et organiste. Mon grand-père Adolphe jouait du violon et avait, paraît-il, une belle voix de ténor. Musique classique que l'on écoutait également le soir après le dîner, diffusée d'un bon gros poste radio à lampe au bouton de nacre, puisque la télévision n'existait pas encore, heureuse époque, et que l'on se retrouvait tous autour de la grande table de la salle à manger pour, dans mon cas, faire mes devoirs, ou réviser mes leçons. On écoutait aussi de la musique à Meillan, mais sur un support différent, un gramophone de marque, la voix de son maître, à manivelle et cornet acoustique, tournant à 78 tours minute, quoi d'autre. Mes parents et grands-parents étaient grands amateurs d'opéra. Je ne vous dis pas le nombre de fois où il fallait retourner le disque, puis installer le suivant sans poser les doigts dessus. Passer une brosse spéciale pour enlever la poussière, remonter la manivelle, changer l'aiguille, en bois bien sûr pour une meilleure qualité sonore et une moindre usure des sillons, et enfin poser délicatement la pointe de l'aiguille pour pouvoir écouter dans son intégralité la traviata ou la flûte enchantée. J'aimais me charger de cette manœuvre, mais mon disque préféré était le poème symphonique de Franz Liszt, Mazeppa, que j'étais capable d'écouter en boucle jusqu'à me faire une tendinite au coude à force de tourner la manivelle.
Cette musique me procurait la même exaltation que la lecture du Michel Strogoff de Jules Verne, à un âge où l'on se sent envahir de poussées d'héroïsme et où l'on rêve d'une vie glorieusement aventureuse. Je n'arrêtais que sur les supplications de ma famille, excédée de ce marathon sonore et qui, s'il y avait eu une prise adéquate sur l'appareil, m'aurait, je n'en doute pas, vivement suggéré de faire l'acquisition d'un casque. En évoquant ces pratiques musicales d'un autre temps, je me fais l'impression d'être un rescapé de je ne sais quelle période glaciaire, une sorte de déinothérium de l'ère du Miocène moyen. Tous ces appareils n'existent plus que dans les musées, ce qui me fait redouter d'avoir à les y retrouver bientôt. Maintenant, que ce soit dans le métro, les trains, les avions, les magasins, la rue, les salles d'attente de dentistes et autres médecins généralistes, il devient rare de voir quelqu'un qui n'ait pas des fils qui lui sortent des oreilles. Paraphrasant Miles Davis, à qui l'on présentait le chef d'orchestre du paquebot qui allait lui faire la traversée New York-Paris et qui n'a rien trouvé de mieux à lui demander What kind of shit do you play with your band? Quelle sorte de merde jouez-vous avec votre orchestre? Je m'interroge souvent sur ce que peuvent bien écouter tous ces gens. Quelle sorte de merde irradie de leurs smartphones, de leurs iPods? Pas forcément de la merde, peut-être, mais il y a malgré tout un fort risque statistique au vu des musiques que diffusent bien des radios, bien des télévisions et la totalité des ascenseurs. Mazeppa ne fait à coup sûr pas partie d'un quelconque top quelque chose. Dommage pour tes droits d'auteur, Franz. C'est à cette époque qu'avec mon frère, nous nous sommes mis à écouter assidûment les émissions de radio, celles de Syncopance, La Voix de l'Amérique, Panorama du Jazz, Jazz en Liberté, celle de Hugues Panassier et son célèbre indicatif Cornet Chop Suey par le Hot Five de Louis Armstrong. J'achète mes premiers jazz hot que je lis avec avidité. Ce monde m'attire, m'interroge, me fascine. Qui sont-ils, tous ces musiciens? D'où viennent-ils? Comment font-ils pour avoir ces sonorités inimitables, cette fraîcheur, ce sens du drame, cette sensation de liberté, ce goût du moment présent, cette complicité? J'ai ouvert une porte qu'il faut que je franchisse, aperçu un horizon, découvert un chemin qu'il faut que j'emprunte, sans savoir où il me mènera. Le grand choc, comment l'oublier, fut le Festival international de jazz de 1949, le tout premier grand festival d'après la guerre, qui se déroula du 8 au 15 mai, salle Pleyel. Il y avait bien eu celui de Nice en 1948, mais c'était trop loin de Paris pour un ado de 13 ans, et je ne suis pas certain que ce concert ait été radiodiffusé. Un de mes grands regrets reste de n'avoir pu écouter en direct le grand orchestre de Dizzy Gillespie. Quelle folie c'était! Ce festival de 49 était à l'initiative de Charles Delaunay, fils de Sonia et de Robert Delaunay, personnage important du monde du jazz, auteur, critique, producteur, à l'origine avec Hugues Panassier du Hot Club de France, créateur de la revue Jazz Hot, des marques de disques Swing et Vogue, manager de Django Reinhardt, pour ne citer que quelques-unes de ses activités. Je me souviens d'être allé bien des fois dans les années 50 au siège de la revue Jazz Hot, dans la petite cave enfumée de ce petit immeuble situé dans la cour du 14 rue Chaptal, dans le 9e arrondissement, pas loin de Pigalle, pour assister à des écoutes de disques ou participer à des jam sessions. La scission entre Panassier et Delaunay venait d'avoir lieu, l'un tenant pour le vieux style, l'autre pour le jazz moderne, le combat des raisins aigres contre les figues moisies, combat au cours duquel s'illustrera Boris Vian dans les colonnes de Jazz Hot. Pour ce festival de 1949, Delaunay avait eu la bonne idée de mélanger les générations et les esthétiques. C'est ainsi qu'étaient programmés aussi bien Sidney Bechet, Pete Johnson, Big Chief Russell Moore, Bill Coleman que Don Byas, Miles Davis, Kenny Dorham et Charlie Parker. Sans oublier nombre de musiciens français, Aimé Barelli, André Ekian, Hubert Rostin, le quintet du Hot Club de France avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Jean-Claude Forenbach, Léo Chauliac, Jacques Dieval, Hubert Foll, Bernard Peffer, Claude Luther. Il était aussi question de faire entendre au public parisien les figures de proue de ce nouveau style, le bebop, qui s'était développé aux États-Unis dans les années 40, mais n'était pas parvenu à nous, rapport à la guerre. Miles, qui sortait de son pays pour la première fois, se présentait avec Tad Damron au piano, James Moody au saxophone, je ne sais plus qui à la contrebasse et Kenny Clark à la batterie. Charlie Parker, dont ce fut la seule apparition à Paris, était en compagnie de Kenny Dorham à la trompette, Al Haig au piano, Tommy Potter à la contrebasse et Max Roach à la batterie. J'ai aimé cette musique, même si je n'en ai pas compris toutes les subtilités.
La sonorité de Parker était unique, coupante comme un diamant, sa virtuosité d'autant plus impressionnante qu'on avait l'impression que ses doigts ne bougeaient même pas, alors que les notes fusaient à toute vitesse. À mon âge, pas question d'aller l'écouter faire le bœuf au Club Saint-Germain après le concert. Jean-Louis Chautan, un peu plus âgé que moi, a eu cette chance. J'étais loin de me douter que bien plus tard, il m'arriverait de pouvoir souffler dans les saxophones de Parker, Chan Parker, sa femme, les ayant laissés un temps en dépôt chez les Humer. L'alto en plastique blanc n'était guère en état, mais le King était parfait. C'était une belle émotion que de le prendre dans ses mains, de le monter, d'avoir l'audace totalement irrespectueuse d'entonner Billy's Bounce ou Mousse de Mooch et de se risquer à quelques improvisations, pour finalement le reposer délicatement dans son étui, avec la sensation d'être allé un peu trop loin dans l'intimité de quelqu'un. Sidney Bechet me fit la plus forte impression. Son énergie communicative, son lyrisme créole, sa sonorité puissante et son généreux vibrato me plaisent toujours autant, 60 et quelques années plus tard. Je ne pouvais me douter que je jouerais avec lui en juillet 55 lors de la jam session finale d'un concert à Royan. À Paris, en 49, il était accompagné par l'orchestre de Pierre Braslavski, qui reste pour moi le meilleur saxophoniste soprano dans la lignée de Bechet. Il avait 19 ans au moment du festival et sa carrière a été assez courte. Il me semble, sauf erreur, qu'il était architecte et qu'il a, pour cette raison, abandonné la musique assez tôt. Je remercie Charles Schneider de m'avoir offert pour mes 80 ans le superbe coffret des concerts de Bechet en Suisse. On y entend abondamment et avec plaisir Pierre Braslavski. Il était de tradition d'avoir en fin de concert la jam session finale où se retrouvaient sur scène tous les participants sans distinction de style ni d'esthétique, sur le blues en fa en général, ce qui permettait à Claude Luther de jouer après Charlie Parker, à Sidney Bechet après Miles Davis. Comme quoi, des musiciens de jazz de générations différentes ont suffisamment de langage en commun, partagent la même conception du swing pour pouvoir jouer ensemble dans le plus grand respect de chacun. Ce ne sont pas les musiciens qui ont inventé la querelle des anciens et des modernes, mais qui alors? Suivez mon regard. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Figurez-vous que je n'en ai aucune idée, et permettez-moi même de vous dire que je m'en fiche royalement. J'ai eu pour ma part la ferme et évidente conviction que je devais, sans attendre, savoir ce qu'on pouvait bien ressentir en soufflant dans un saxophone. Mais lequel? Soprano comme Bechet? Alto comme Parker? Ténor comme Coleman Hawkins? Mon frère, qui s'adonnait à la clarinette depuis quelque temps, avait mis sur pied un orchestre avec ses copains de lycée. Il y avait là Philippe Caloni au trombone, Henri Courteau au piano, Pierre Eckart à la contrebasse et Jean Suot à la batterie. Le style, Nouvelle-Orléans, à Donf. Mais il manquait un instrument leader dans cette formation, non? Un trompettiste ou bien un saxophoniste soprano. Je me porte aussitôt volontaire et ce sera donc un soprano. On est en 1951, j'ai 16 ans, je suis en première A. Je fais du latin et du grec. J'aime la littérature, l'histoire, la géographie et j'ai horreur des mathématiques. Comment se procurer un instrument? En acheter un? Bien sûr, mais débourser plus de 45 000 francs de l'époque est largement au-dessus de mes moyens. M'en faire prêter un? Oui, mais par qui? Je ne connais personne dans mes relations à qui m'adresser. En louer un? Voilà la solution. De rechef, je me précipite chez Couillet, magasin de musique situé en haut du boulevard Saint-Michel, à hauteur du jardin du Luxembourg. Je loue un saxophone soprano de marque Pierret, en attendant de pouvoir m'en procurer un bien à moi. J'achète une boîte d'anches, sur la recommandation du vendeur, qui se rend bien compte de mon désarroi de débutant, et une méthode de saxophone, celle de closer, bel ouvrage, relié avec une attirante couverture cartonnée d'un rouge profond. De retour à la maison, ce sera mon père qui va me montrer comment installer l'anche sur le bec, comment bien souffler, où convenablement poser les doigts. Sa compétence, un peu surprenante je dois dire, lui vient d'avoir fait partie quand il était ado de l'harmonie municipale de Meillan. Ce sera, à peu de choses près, la seule leçon de saxophone de toute mon existence. Il ne me vient absolument pas à l'idée que je pourrais m'inscrire dans un conservatoire. D'ailleurs, je ne ressens aucune envie de faire du saxophone classique. À partir de là, les choses vont aller plus vite, dès 1952. Tout en préparant mon bac, je trouve chaque jour le temps de faire beaucoup de musique, de pratiquer mon instrument, d'écouter des disques, de répéter dans l'orchestre de mon frère chez les Caloni, rue du Pont des Loges.
de commencer à relever les thèmes que j'ai envie de jouer, de me confectionner mes premiers carnets d'harmonie, ou carnets de base, qui étaient, à l'époque où n'existaient pas encore les real books, la façon la plus commode d'écrire les harmonies d'un morceau sous la forme d'une grille. Pour se souvenir des lignes mélodiques, il nous fallait avoir recours à notre seule mémoire. Tout le reste s'apprendra sur le tas, en pratiquant encore et encore, en écoutant les disques jusqu'à satiété, en regardant jouer les autres, en imitant. C'est très important au début, en s'imprégnant, en arrivant à me chanter par cœur des centaines de chorus et à essayer de les retrouver sur mon instrument, en tâchant de faire en sorte que cette musique, le jazz, devienne ma musique maternelle. Dans les commencements, quasiment aucune connaissance théorique. Tout passe par la pratique, de la tradition orale pure et dure. De toute façon, il n'existe à l'époque aucune école de jazz, aucun bouquin sur l'improvisation. Si l'on veut jouer un thème, il faut le relever, trouver la ligne mélodique, écouter ce que fait le bassiste, tenter de deviner les accords et puis mettre tout cela, plus ou moins rapidement et tant bien que mal, sur du papier à musique, histoire de ne pas l'oublier. J'apprends plus vite par cette méthode à écrire la musique qu'à la lire, d'autant que nous jouons tout par cœur, ce qui fait sans doute que je n'ai jamais été un grand déchiffreur, ce qui m'a posé plusieurs fois problème par la suite. Tous les soirs, avec mon frère et afin de ne pas perturber nos voisins, nous descendons à la cave, posons une bougie sur un vieux poêle à bois et nous soufflons pendant 1 heure ou 2. Nous jouons les thèmes à l'unisson, puis, ensuite, chacun y va de son solo, accompagné par le contre-chant de l'autre. On apprend très bien ainsi à savoir se passer d'un batteur pour avoir la pulsation, d'un pianiste pour entendre l'harmonie. Le répertoire de l'orchestre est d'inspiration néo-orléanaise, ce qui est une très bonne école. L'improvisation collective est un art subtil, mais moins dangereux pour des musiciens novices que l'improvisation soliste à découvert avec le seul soutien de la section rythmique. On est dans le peloton, on se sent protégé, et chacun a un rôle bien précis à tenir. Le trompettiste ou le soprano a le lead, la charge de jouer les thèmes, le clarinettiste brode avec de beaux arpèges, le trombone marque les points intéressants des changements d'accords. C'est très confortable et très plaisant. Les premiers engagements arrivent vite. Les occasions de jouer dans des surbooms ou dans des fêtes d'école sont nombreuses. Nous avons la pêche, de l'énergie à revendre, et l'orchestre se taille vite une bonne et solide réputation. Le 13 janvier 1952 est le jour de mon premier concert à la Maison du Droit, dont je préfère savoir qu'il n'a pas été enregistré. Ayant touché 1250 francs, de l'époque pas des euros, ce qui aurait été plus que convenable pour un premier concert, j'en profite pour m'acheter 2 disques, des 78 tours, rien d'autre n'existe encore. Cool Blues de Charlie Parker et Sophisticated Lady par Coleman Hawkins. Jouer du ténor me tente de plus en plus. Le premier disque que j'ai acheté de mes deniers n'est-il pas l'immortel Body and Soul, enregistré en 1939 par ce même Hawkins. Je me fais prêter un ténor pendant quelque temps. Je joue aussi dans l'orchestre des frères Chamberlain à Enghien. Yves Chamberlain en est le batteur. Il deviendra par la suite preneur de son, propriétaire de studios d'enregistrement tels Davout, producteur de disques et s'associera avec Dreyfus. En décembre, je suis engagé au Baxter Club rue Chaptal. J'écris mon premier blues, Bidule Blues, en l'honneur du club du même nom, dont les traces ont disparu à tout jamais, une perte immense pour la musique de tous les temps. Toutes ces activités musicales, même si elles ont pu avoir un impact un peu négatif sur mes études, ne m'empêchent pas d'obtenir mon baccalauréat, section A, latin, grec, philosophie, avec mention. Ouf, une bonne chose de faite. Acheter un instrument n'est pas bon marché. Je me pose la question, aller en vacances au Baléares avec des copains ou m'acheter un soprano? C'est la musique qui l'emporte une fois de plus. Le 9 septembre 1952, tout en haut de la rue Lafayette, chez Quénon, je fais l'acquisition d'un soprano flambant neuf pour la somme de 41 487 francs. Un bec Selmer Saulois coûte 1300 francs. Plus tard, Freddy Meyer me vendra un superbe soprano Martin que je n'aurais jamais dû revendre. Et le 29 du même mois, histoire de ne pas être en reste avec les avancées technologiques, j'achète un tourne-disque micro-sillon, le fin du modernisme, un Tépaz, bien entendu, quoi d'autre. Me voilà donc à la Sorbonne en propédeutique. Les cours ne me passionnent guère, j'ai la tête souvent ailleurs. Et puis il y a trop de monde dans les amphis. Je préfère écouter leurs retransmissions à la radio quand c'est possible. Même si la musique est ma passion, la littérature m'intéresse cependant. J'ai été et je suis encore un grand dévoreur de livres.
Il me faut ma dose quotidienne de pages à tourner. Pour l'or, ce sont les classiques qui ont ma préférence. Dostoïevski, André Gide, Jules Renard, Gérard de Nerval, mais aussi Diderot, Lautréamont, Paul Valéry, Montaigne, Rimbaud, Baudelaire, Kafka, Alain, Stendhal, sans oublier les contemporains, Sartre, André Malraux, Simone de Beauvoir, Albert Camus. J'aime aller au théâtre et je m'estime chanceux d'avoir pu voir Richard II au TNP avec Jean Vilar, ou bien Le Prince de Hombourg avec Gérard Philippe, ou encore Keane avec Pierre Brasseur à l'Athénée. Les concerts sont nombreux qu'il ne faut pas manquer. Billie Holiday, Benny Carter, les Jazz Messengers, Duke Ellington, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Count Basie, Mary Lou Williams, Big Bill Broonzy, Thelonious Monk, Jerry Mulligan, le GATP. Je commence dans ces années 50 à écumer des clubs nombreux, plus ou moins célèbres. Le Bidule, le Baxter Club, le Shaggy Club, le Club de l'Épée de Bois, le Tournoi avec Saran Ferret, le Club Montpensier avec Raymond Fansec, Jean-Claude Lubin, le Kentucky, les Trois Maillets avec Bill Coleman, Oscar Pettiford, André Persiani, Metz Metzrow, Peanuts Holland, Bill Dixon, Charles Saudray, Nino Ferrer, le Tabou avec Yvan Julien, George Johnson, Michel Babot, Luigi Trussardi, le Vieux Colombier, la Huchette en remplacement de Maxime Saury, le Chat qui pêche avec Jean-François Jenny Clark, Éric Dolphy, Bernard Vitet, le Slow Club, le Caméléon avec Sadi, vibraphoniste, Dominique Chanson, le Club Saint-Germain avec Bud Powell, Milt Jackson, Jimmy Hurst, Don Byas, Barney Whelan, Georges Arvanitas, Luigi Trussardi, Michel Babot, le Blue Note avec Bud Powell, Pierre Michelot, Kenny Clark. J'en oublie, bien sûr, je n'ai sûrement pas tout noté. Si l'on ajoute à cela les répétitions, les concerts, les big bands, celui de Jean-Claude Foreign-Bach, celui des frères Chamberlain, celui de Roger Guérin, celui de Sonny Gray, et bien sûr, une première apparition à la télévision, dans l'émission Télé Paris le 2 mai 1956, on est bien loin des 35 heures. Et même si les résultats financiers se sont révélés très variables, je me rends bien compte que les clubs et tout le reste, mais surtout les clubs, ont été mon école de jazz, mon conservatoire.